Victor Bégin étudie à l'université en littérature et en cinéma, touche au théâtre, à la bande dessinée et même un peu aux jeux vidéo. Il ambitionne et souhaite créer à la maîtrise une nouvelle forme de cinéma qu'il appelle le film casse-tête dans sa recherche-création. En 2017, il cofonde la revue Nix. En 2020, il intègre la direction artistique de la Rue de la Poésie. Il est fier récipiendaire de 2 prix de l'Académie de la vie littéraire, Poésie d'espionnage en 2015 et Revue Nix en 2020. Dite Amis et Entrées, son premier livre paraît à la collection Poèmes de Triptyque en 2021. Victor s'intéresse entre autres au refuge, à la distance et à l'intimité. Le lacet de mes anciennes chaussures traîne autour de mon cou. Le petit rang de la colère, tu te croyais si loin. Je descends Jaguar. Depuis mon balcon d'ivoire, je comprends. Les évitements, je suis si dépendant de l'absence. Je l'ai écrit quelque part cet automne. C'était pour l'appel de texte d'Estuaire. En fait, ils font à chaque année une thématique libre avec appel de texte. Les autres numéros, c'est des invitations. Fait que, d'accord, cool. Pas mal content que ça se soit rendu dans oui. Cette revue-là. Je sais pas si tu connaissais ça, Estuaire. Je connais de nom. Je crois pas l'avoir vu, manipulé. Dans une librairie. Ouais, ben sûrement. Je crois que je l'ai vu au port de tête, là, de côté revue et articles scientifiques, tout ça. Fort probable. Fort probable. C'est une très belle revue, 100% poésie. Oui, ok. Ouais. Je vais jeter un coup d'œil à ce moment-là. La thématique que tu explores dans celui-là, dans ce texte-là, c'est quelle qui sort de ton toi le plus profond pour ce texte? Je dirais, mes textes parlent souvent de ça, mais c'est relation inaboutie dans ce texte-là. D'accord. C'est un vieux texte, donc je sais plus si c'est d'actualité, mais c'est pas un vieux texte, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de très, très, très récent, en fait. Mais c'est quelque chose qui est toujours proche dans les thématiques que j'aborde, que ce soit des relations abouties ou inabouties. Je trouve que c'est intéressant de les écrire, même si c'est plus des choses qui sont d'actualité dans nos vies, en fait. C'est un peu ça que je voulais dire. Mm-hmm. Dans les autres thématiques que tu explores, il y a beaucoup l'idée de refuge, de lieu sûr. Est-ce que tu pourrais m'en glisser quelques mots? Oui, en fait, c'est quelque chose qui me fascine, que je trouve important d'aborder. J'ai l'impression qu'on le voit souvent dans ce qui nous entoure, autour de nous, dans les événements. C'est sûr, là, avec la pandémie, il y a moins d'événements, mais de plus en plus, on voit safe space marqué un peu partout pour essayer d'inviter les gens qui se sentiraient moins à l'aise à venir à nos événements. Puis j'ai commencé une réflexion par rapport à ça, puis c'est pour ça que j'ai écrit mon premier recueil qui a été publié l'année passée. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Très très cool. Ouais, fait que c'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis je me suis rendu compte que de mon expérience puis de comment je le conçois, c'est quelque chose qui est un peu utopique. OK. Puis c'est un peu ça que j'essaye d'explorer dans ce que j'ai écrit. Fait que ça me fascine en même temps, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, qu'on va essayer de chercher, qu'on va essayer de promouvoir, d'inviter les gens à venir nous voir ou à entrer dans nos univers. Puis finalement, on se rend compte que ultimement, c'est quelque chose de très temporaire, le refuge. C'est quelque chose qu'une fois que tu l'as reçu, une fois que tu as reçu Sanctuaire de quelque chose, tu te rends compte que c'est pas pour toujours, en fait, que t'es protégé, que t'es à l'abri. Puis ça peut être... c'est ça, dans une soirée, c'est un safe space. Ça peut être un safe space quand tu rentres, mais finalement, ça peut se terminer par quelque chose de plus dangereux que ce à quoi tu t'attendais. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui me font réfléchir par rapport à ça. Fait que c'est quelque chose qui vient me chercher, je dirais. Puis avec toute la pandémie, il y a tout un besoin de safe space, une prise de conscience de ces safe spaces-là qu'on a besoin, qu'on voit que les autres ont besoin. Fait que c'est un beau terrain de jeu d'exploration à partir de là. Exactement. Je pense que tu le dis, terrain de jeu, c'est ça. C'est pas un sujet qui est terminé. Là. Une fois qu'on l'a abordé, c'est pas OK, ceci a été dit, on tourne la page puis on passe à d'autres choses. C'est juste... Moi, je pense que j'ai commencé à en parler. Oui. Puis j'espère ne pas être redondant si je continue d'écrire encore là-dessus, mais
Ouais, terrain de jeu, j'aime ça. Ouais, cool. Fait que t'es au tout début de cette exploration-là, dans le fond. Ouais, j'imagine. On verra où ça s'en va, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que... Ouais, j'ai pas l'impression que c'est terminé. Le refuge, c'est quelque chose de vraiment fascinant. J'ai lu ton recueil. Très beau recueil. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Tes inspirations dans ton écriture, tu mentionnes souvent Jean-Michel Blais, Miyazaki. Comment il influence ton parcours, ces artistes-là? Écoute, justement, comme je voulais explorer le safe space, ces artistes-là sont venus plus tard dans l'écriture de ce que j'ai essayé d'apporter avec le safe space. Je suis parti un peu plus de mes expériences pour finalement me plonger dans leurs univers à eux que je connaissais déjà respectivement, mais je réfléchissais justement à quels endroits moi je pouvais habiter pendant ma création pour écrire sur le safe space, pour écrire sur ces artistes-là, lesquels m'apportaient le plus de réconfort, j'ai l'impression. Je sais pas si je m'éloigne un peu trop de ta question, du tout. mais ces artistes-là, c'est comme ça qui sont apparus dans mon texte. Il y en avait d'autres à la base, on les a retranchés avec mon éditeur, puis en fait, il y avait beaucoup de choses dans cette première version de recueil que finalement, il y a juste ces deux-là qui sont restés, puis on les a fait revenir, en fait, ils sont devenus figures récurrentes de refuge, puis je pense que ça le fait bien. Miyazaki, j'ai pas le choix de te poser la question. C'est quoi ton film préféré? Et ça, c'est un peu comme les chansons préférées. Ouais. Quand j'aime un artiste, il y a beaucoup de chansons préférées que j'ai par rapport à un artiste. Je pense que Miyazaki, c'est aussi le cas. J'ai adoré Princesse Mononoke. Mm-hmm. Mais Le Voyage de Chihiro, je sais pas lequel entre les deux serait mon préféré, mais c'est un des deux. Ça, ouais. C'est sûr. Ouais. Est-ce que t'es fan aussi? Quand même, ouais. Moi, je suis très équipe Pogno. Mm-hmm. Ouais. J'approuve cette équipe aussi. Oui. Non, c'est ça, la thématique marine, puis c'est juste tellement beau. Tous ces films-là, c'est d'une douceur, là, c'est... Exactement, d'une douceur, tu l'as dit, pour moi, c'est ça le refuge, c'est les films de Miyazaki. Oui. Ouais, je suis content que t'aimes ça toi aussi. All right. Tu es cofondateur de la revue Nix. Quelle est cette aventure? La revue Nix, en fait, c'était à la base quelque chose qu'on avait commencé au bac en création parce qu'on trouvait qu'on n'écrivait pas assez. Donc, on a fait un collectif. Ça s'appelait le collectif Nix. Puis, quand on a terminé le bac, moi et Cynthia Massé, on a parti la revue en 2017 après le bac, on est rentré à la maîtrise. Puis ça, c'est le début de l'aventure de la revue. Donc, ça fait presque 5 ans que la revue existe. Aujourd'hui, c'est une revue de textes de création. Donc, c'est surtout de la poésie et des nouvelles qu'on a. Mais on commence à élargir un petit peu le genre de texte qu'on prend. On va publier justement un texte de théâtre bientôt. Fait que c'est une revue qui évolue beaucoup, je dirais, surtout en ce moment. On cherche des subventions, on cherche à se renouveler un petit peu. Donc, on a changé notre format, on a changé de logo, on a des résidences maintenant dans la revue. Donc, on a une résidence pour les textes de création, puis on a une résidence pour la couverture, pour artistes visuels. Donc, en gros, la revue Nix, voilà, c'est ça. C'est une revue de textes de création. Puis, on espère bien rester dans le paysage littéraire puis prendre un petit peu plus de place. D'accord. Puis le processus d'être en résidence chez Nix, comment ça se passe? C'est sous quelle formule? En fait, on publie 4 numéros par année. Donc, la personne qui est résidente pour la revue, elle est là pour tous les numéros. Donc, parce qu'on fonctionne par appel de texte, cette personne-là passe pas par les appels de texte, c'est automatiquement dans le numéro, à chaque numéro pour l'année littéraire en cours. À la base, on avait beaucoup de plans pour cette résidence-là qui ont pas tant abouti à cause de la pandémie. Donc, il y a des... Bon, il y a la deuxième résidence avec Antoine Desjardins qu'on a malheureusement pas eu beaucoup d'événements en présentiel. En fait, on n'a pas eu d'événements en présentiel avec lui. Donc, on a beaucoup de plans pour cette résidence-là, puis je pense qu'elle va évoluer en fonction aussi de comment on déconfine, puis qu'est-ce qui est possible. Mais grosso modo, c'est ça. C'est un auteur, une autrice qui est là
pendant 4 numéros, puis qui travaille avec l'éditeur, l'éditrice qui est attribué au numéro. OK. Fait qu'il peut voir les dessous de la revue un peu, puis... Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est ça. Cette personne-là est dans les coulisses, est Ouais, un c'est peu ça, les coulisses. avec nous, puis elle interagit, elle parle avec tous les éditeurs et éditrices de la revue, puis voilà, c'est une personne qui, si elle a des questions, on est là pour y répondre, puis on peut un peu démystifier c'est quoi le monde littéraire, c'est quoi le monde des revues, pour les personnes qui sont moins familières avec ces processus-là. Je reviens à ton roman encore, à ton recueil. Oui. D'ailleurs, lancer son premier recueil, c'est quoi le défi? C'est quoi la montagne à traverser? Je dirais c'est surtout avant de le lancer que c'est difficile. Difficile dans le sens on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de corrections, beaucoup de retravail, de nouvelles versions. Puis ça, pour moi, ça a été le plus gros défi. Le lancer, ça a été au contraire super agréable, malgré qu'on l'a lancé en pandémie. Tout le monde que je voulais qu'il soit là était là. On l'a lancé à l'Euguélion, puis ça s'est super bien passé. Je pense que le défi aussi, c'est de garder le livre présent, que les gens sachent qu'il est là, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en même temps au Québec, puis partout dans le monde. Donc, on est un peu comme en surenchère de livres, lequel lire, qui va en parler. Moi, c'est quelque chose qui me... Pas qui me stresse, mais à laquelle je pense souvent. Fait que ça, pour moi, je me dis, OK, comment on peut continuer de parler d'un livre alors qu'il y en a tellement qui sortent. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup. Mm-hmm. As-tu peur que le trop de livres qui sortent en même temps sur le marché, ça crée veut pas une compétition entre les auteurs québécois? Oui et non, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des maisons d'édition qui publient des choses qui, selon moi, sont distinctes d'une maison à l'autre. J'ai des amis qui préfèrent telle ou telle maison parce que c'est des thèmes ou c'est des façons d'écrire qui les rejoignent plus. Donc, de ce côté-là, je me dis, c'est sûr qu'il y a un peu de compétition, mais on va quand même chercher les maisons, chercher les livres qui nous intéressent. On les guette. En tout cas, moi, je guette ceux qui s'en viennent. Je check toujours un petit peu partout. Mais c'est sûr qu'il y a de la compétition. Ouais. Toi, c'est quoi tes maisons d'édition? Mettons, achat instantané, quand tu sais qu'il y a un livre qui s'en vient chez eux. J'aime beaucoup la Peuplade. Oui. Je peux pas m'en cacher parce qu'il y a quelque chose d'ancré dans la terre, dans le territoire. Je pense qu'ils en parlent souvent, donc les gens qui connaissent vont savoir pourquoi j'irais vers là. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans puiser l'inspiration du territoire et avoir des textes qui sortent un peu de la ville aussi, justement. On se trouve ailleurs un peu quand on lit des livres de la Peuplade, j'ai l'impression. Ouais. Fait que, voilà, spontanément, je dirais la Peuplade. Il y a plusieurs maisons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Triptyque où je suis. J'aime beaucoup la collection Queer. Puis, écoute, je vais un petit peu partout pour le reste, mais spontanément, c'est ma réponse. Moi aussi, la Peuplade, j'aime beaucoup. Pendant longtemps, j'étais très cartanier. OK, ouais. Genre instant buy à chaque fois qu'il y avait des livres et tout. Mm-hmm. Puis de ce temps-ci, là, je me promène, je suis un peu le prix littéraire des collégiens. OK, ouais. Fait que là, je me promène d'un livre à l'autre à partir de là. C'est une bonne façon d'avoir un échantillon de ce que les maisons font, j'ai l'impression. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Puis sinon, édition de ta mère aussi. Oui. C'est une belle surprise, ça. Une belle découverte l'an dernier. J'ai l'impression, justement, qu'elle est pas connue de tout le monde, malheureusement. Non, c'est ça. Peut-être les gens du milieu, eux autres savent très bien c'est qui puis c'est quoi ces livres-là, cette maison-là. Mais maintenant que t'en parles, moi aussi, je suis quand même assez fan, ouais. All right. La rue de la poésie. Ouais. Tu t'y impliques? Je m'y implique depuis 2020. C'est un projet qui me tient tellement à cœur. Puis c'est le fun que notre podcast se fasse à Hochelaga. Hochelaga, c'est un quartier que j'habite depuis maintenant 5 ans. Puis la rue de la poésie, c'est un projet
du quartier Hochelaga, donc D'accord. qui a commencé par une initiative citoyenne en collaboration avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Je sais pas si tu connais bien le quartier, mais juste à côté de la Maison de la Culture, il y a une rue qui s'appelle Desjardins. Puis c'est là que sont affichés les poèmes de la rue de la Poésie. Je crois être passé devant, parce que j'habite à Schlag depuis cet été environ. Fait que là, je découvre... Tu découvres encore. Ah, je découvre. Je suis content de découvrir. Là. C'est vraiment une belle surprise dans ma vie à Montréal. Là. Ça fait 4 ans que je suis à Montréal, puis à date, là, c'est... J'aime beaucoup la vibe du quartier. C'est un quartier vivant, moi, je trouve. Quartier vivant, ouais. Il y a beaucoup de gens dans la rue, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de circulation. C'est un quartier aussi qui est proche de ces gens, j'ai l'impression. C'est pas un quartier très riche, mais c'est un quartier riche en culture et en bonnes personnes. Ouais, exactement. Mais pour revenir à la rue de la Poésie, pour les personnes qui connaissent pas ça, moi je conseille, c'est ça, d'aller faire un petit tour à côté de la Maison de la Culture sur Desjardins. Il y a des panneaux avec les poèmes qui ont été choisis dans un appel. À chaque année, on fait un appel pour la rue de la Poésie. Donc ça, c'est l'événement principal de la rue de la Poésie. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Puis depuis 2020, depuis que je m'implique dans la rue de la Poésie, avec entre autres Sarah Kilagi, puis d'autres merveilleuses personnes, on fait des événements. Donc on a eu des subventions. Au début, c'était des subventions spéciales COVID pour faire des choses à l'extérieur, pour promouvoir un peu les quartiers puis la vie en plein air. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec ça depuis 2020. Là. Cette année, en fait 2021, c'était la 10e année. D'accord. Puis on a fait autant d'événements qu'en 2020. Donc on fait des événements littéraires. On a fait soirée de slam et cirque. Une soirée théâtre aussi, pièce de théâtre que j'ai écrite pour l'événement. OK, c'était quoi? C'était une pièce sur la libération de Britney Spears. Ah, c'est ça que j'ai vu passer sur Instagram. Ouais, c'était un one time only, fait que malheureusement c'est fini. Peut-être qu'on la refera un jour, mais c'était vraiment pour la rue de la Poésie qu'on a monté cette pièce-là que j'ai écrite pour l'occasion. Puis donc oui, la rue de la Poésie, c'est gros coup de cœur depuis que je suis tombé parmi ces gens-là, cette famille-là. Puis il se passe quand même beaucoup de choses. On a des petits projets en cours aussi. Je sais pas exactement ce que j'ai le droit de dire ou pas par rapport à ça, mais je t'en reparlerai. Les grands secrets de Schlag. Pas tant secret, mais des petits projets pas encore finis qu'on est en train de monter avec la rue de la Poésie. C'est cool, ça. Ouais. On voit aussi sur tes réseaux sociaux puis sur ton site web que tu fais beaucoup de photos. Beaucoup de photos argentiques. Ouais. Comment tu retrouves Victor dans ce médium? En fait, je fais de la photo premièrement parce que j'ai pas une bonne mémoire. OK. Pour moi, c'est une façon de garder une trace. Tu m'en parlais off-mic, justement, du terme, tu disais archiviste amical. Je trouvais que ça convenait quand même beaucoup à l'approche que j'avais par rapport à la photographie. Sans que ce soit quelque chose de professionnel, c'est quelque chose que je fais avec vraiment beaucoup, beaucoup de passion. Puis sur mon Instagram, d'ailleurs, c'est ça, c'est depuis... je pourrais pas exactement dater depuis quel moment, mais ça fait quelques années maintenant que c'est juste des photos argentiques qui se retrouvent là. Puis j'essaie toujours de capturer un peu les moments de mon quotidien, des moments très ordinaires ou des moments avec des amis, des paysages. Bien sûr, quand je voyage, je prends des photos aussi. Puis je pense aussi que c'est ma façon de rester proche du cinéma. J'ai étudié jusqu'à la maîtrise en cinéma, puis j'ai un peu délaissé le monde du cinéma. Délaissé dans le sens, je m'implique plus en cinéma, mais j'en écoute beaucoup, j'adore ça. Et faire de la photo, pour moi, c'est un peu comme continuer de faire du cinéma ça, par la bande un peu. Continuer de nourrir le lien. Le lien à l'image, en tout cas, ouais. Donc c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Puis veux pas, je t'entends parler, puis je rejoins ta pratique photo avec les thématiques que tu explores en écriture aussi. Ouais. Veux pas le safe space, les amitiés. Dans tes thèmes aussi, tu parlais des maisons mères. Ouais. Vis-à-vis ton recueil. Peux-tu m'en parler un peu?
Ouais, les maisons mères, en fait, c'est la façon dont moi j'ai décidé d'aborder le refuge. On parlait du refuge un peu plus tôt. Moi, j'ai mis un mot dessus. Je voulais pas écrire dans mon livre Safe Space à chaque 2 secondes. Puis je trouvais que c'était pas poétique. Je voulais en parler, mais de façon poétique. Donc j'ai décidé d'appeler ça les maisons mères. Pour moi, c'était comme un quartier général. D'accord. C'est une maison mère, mettons, si on dit la maison mère de McDonald's, c'est là où les patrons se regroupent puis parlent de la compagnie. J'ai dit McDonald's, mais ça peut être n'importe quoi. Puis moi, j'ai décidé d'un peu de prendre ça puis de le subverser puis d'en faire comme... Oui, un quartier général, mais pas d'une compagnie, juste un quartier général comme... Un peu comme quand on est jeune puis qu'on se fait des cachettes peut-être, des cachettes dans la forêt ou... En tout cas, moi, j'ai grandi proche de forêt, c'était des cachettes dans la forêt. Ça peut être des cachettes dans le sous-sol, ça peut être des cachettes un peu partout. Près des forêts, t'as grandi où? J'ai souvent déménagé, mais curieusement, toujours proche de forêt. Je suis né à Québec, puis à Charlebourg, il y avait une forêt derrière chez nous. Après, on a déménagé sur la Rive-Sud, dans le fin fond de Saint-Hubert, puis il y avait une forêt derrière la maison aussi. Donc, Jamais trop loin. ouais, exactement. C'est ça. Ben, directement dans notre cour, ces deux maisons-là. Fait que c'était... on sautait la clôture, puis on était dans la forêt. C'était vraiment cool. Puis, ben, les maisons mères, en fait, c'est ça. C'est le mot pour dire safe space. Puis, c'est mon safe space à moi, dans le sens que tout le monde, je pense, peut s'identifier, peut trouver ses propres maisons mères. Mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire puis de démontable. Comme remontable, démontable, c'est quelque chose qu'on peut déplacer. C'est pas exactement comme un lieu où on peut se... Ben, ça peut être ça, en fait. Ça peut être un lieu où on va se réfugier ou ça peut être un lieu qu'on peut transporter. Qui nous suit. Ouais. Quand on en a besoin. Comme j'ai l'impression que tout le monde a des petites maisons mères dans ses poches ou dans son sac. J'arrive avec mon sac à dos, peut-être que j'en ai une de pliée. C'est un peu ça, les maisons mères, pour moi. Mais tu vois, encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent des fois des messages, puis qui me parlent du recueil, puis qui me disent hey, c'est une belle image, les maisons mères, tu sais, ça me rejoint. Puis je me demande c'est quoi les miennes. Puis ça, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir. Fait que... Ouais, de pousser la réflexion un peu plus loin. Ouais. Puis comme je disais, on parle de refuge, puis moi, je pense que j'ai pas l'impression d'avoir fini de parler de refuge. Puis le fait que les gens m'écrivent puis qu'ils me disent que ça les rejoint, ça... Je sais pas, ça compte... Ouais, comme tu dis, ça continue la réflexion. Fait que... Puis d'ailleurs, ben, ça m'a tellement inspiré qu'avec la revue Nix, c'est moi qui pilote le numéro 14 qui va sortir bientôt, puis le thème, c'est Maison Mère, parce que Cool. je me le suis fait proposer par ma collègue Maureen. Elle a dit pourquoi tu ferais pas ça comme thème, puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, puis on l'a parti, je l'ai thématisé, puis on a des textes incroyables où tout le monde partage justement ses refuges, puis ou l'impossibilité du refuge, en fait. Ouais. Fait que, ben hâte de montrer ça aussi. Le cinéma casse-tête. Oui. Oui, j'ai vu ça dans ton petit texte que tu m'as envoyé. Oui, la bio. Puis ça m'est tombé dans l'œil. C'est quoi? Écoute, excellente question. Donc, j'ai fait ma maîtrise en cinéma, puis j'avais envie... en fait, j'ai fait presque toutes mes études en cinéma et en littérature, puis à la maîtrise, je l'ai faite en recherche-création. J'avais envie de faire un film, mais de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, faire quelque chose d'original, de plus que juste un film. On dirait que j'ai un petit peu peur d'en parler, puis d'avoir l'air de me péter les bretelles, c'est pas du tout le cas, mais j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de faire un film qui se démarquerait des autres films, puis j'ai longtemps réfléchi à ce que je peux faire par rapport à ça. Puis j'ai décidé de faire un film collaboratif, mais avec certaines modalités. Puis voilà, j'ai beaucoup fait de recherches sur qu'est-ce qui s'était fait dans les films collaboratifs, puis comment on en parlait. Puis quand on parle de plusieurs réalisateurs ensemble, normalement, c'est des films à sketch ou des films omnibus. Puis ça, c'est des films où, par exemple, Paris, je t'aime, je sais pas si ça te dit quelque chose. Je connais de nom. Ou Mais New York, j'ai pas I Love You. Puis c'est comme un long métrage, mais avec 5 minutes de film par réalisateur. C'est des réalisateurs vraiment connus qui participent à ça, puis qui ont des segments. Comme par exemple, Paris, je t'aime, je pense que c'est sur tous les arrondissements de Paris. Puis ça, c'est des films avec plusieurs réalisateurs, mais où les histoires se touchent pas, où
où les styles se parlent pas, où c'est comme très hermétique. Puis moi, je voulais un peu faire ce film-là, ce genre de film-là, mais où tous les réalisateurs et réalisatrices travaillaient sur un seul film. OK. Dans le fond, imagine les sœurs Wachowski qui font des films, ils sont deux à se consulter, les sœurs ou les frères. Puis imagine quand il y en a 6, mettons, ou quand il y en a 7 réalisateurs, réalisatrices, puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Fait que finalement, je l'ai fait, je l'ai théorisé. C'est sur Papyrus à l'Université de Montréal, si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont curieux. Puis en gros, c'est ça. C'est un film collaboratif où on est... le film que j'ai fait, on est 5, c'est moi puis 4 réalisatrices. Puis on aborde c'est quoi la création filmique, on aborde c'est quoi faire un film. Puis chaque réalisatrice m'envoyait ses rushs, comme ce qu'elle avait filmé par rapport à ce qu'on avait déjà discuté. Mm-hmm. Moi, j'ai fait l'assemblage. Donc c'est sûr que au final, j'avais un rôle un petit peu plus gros parce que c'est moi qui a monté ce film-là. Mais c'est la vision de tout le monde. Puis c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est difficile à décrire comme ça à brûle-pourpoint, mais en tout cas, si jamais l'occasion se fait, il y a un film qui existe où voilà, il y a plusieurs séquences qui s'enchaînent de façon quand même assez organique. Puis c'est des séquences de 5 réalisateurs, réalisatrices qui font un film sur c'est quoi faire un film. OK. C'est ça, ça s'appelle le film casse-tête. Le film casse-tête. Voilà. De la façon que c'est présenté, est-ce que c'est est-ce que les gens ont fait des fictions, quelque chose de plus documentaire? C'est super intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, le nom du projet, c'est le film casse-tête polymorphique. D'accord. Je voulais pas le dire parce que je trouvais ça un peu gros. Mais dans le fond, c'est toutes les formes. Il y a une réalisatrice, Meng Yue, elle a fait un documentaire. Moi, j'ai fait des fragments de fiction. Puis Phyllis, elle a fait aussi, c'est pas documentaire, mais c'est plus captation du réel. Fait qu'il y a comme plusieurs choses qui s'entremêlent dans ce film-là. Donc, il y a pas... c'est ni un documentaire, ni une fiction à proprement parler. Ça s'approche peut-être plus de l'expérimental, je dirais. D'accord. Fait que... ouais, c'est ça. C'est très difficile d'en parler. J'ai l'impression que je pourrais dire c'est tout et rien en même temps. Ouais, mais je saisis bien l'essence du projet. Tant mieux, je suis content. Ouais. Puis quand une des réalisatrices avait son idée pour sa partie du scénario, oui. Est-ce qu'il y avait totale liberté ou il fallait qu'ils viennent te voir pour juste confirmer quelques trucs avant de se lancer? Totale liberté. Je pense que les deux pourraient être possibles s'il y avait un autre film à faire par rapport à ça. Mais moi, j'avais pas... c'est sûr qu'on en parlait. Puis j'étais curieux de voir justement qui allait filmer quoi. Puis il n'y avait pas de consigne. Puis je leur disais expressément, si vous voulez faire un documentaire, faites un documentaire. Vous voulez faire des segments de fiction. Vous voulez faire... Moi, ce que j'ai fait comme des petites scénettes, mais qui n'ont pas rapport les unes entre les autres. Puis je les ai émissées un petit peu partout dans le film. Fait que c'est quelque chose, regardez ça. Là. C'est 26 minutes qui s'en vont un peu partout, mais qui se rejoignent très bien, curieusement, j'ai l'impression. Mm-hmm. C'est-tu à quelque part, ça, si on veut l'écouter? C'est sur Papyrus. Papyrus, c'est là où les thèses et mémoires sont de l'Université de Montréal. La plateforme. La plateforme, c'est exactement. Ça. Donc, on tape Victor Bégin sur Papyrus, on va tomber sur mon mémoire de maîtrise. Puis le film, il est rattaché, dans le fond, on peut le télécharger avec le mémoire. Et il n'est pas nulle part ailleurs. Toi, Victor, quand tu vas à la librairie, qu'est-ce que tu cherches? La poésie en premier. La poésie en premier? Oui, la section poésie, ce qui se fait de plus récent. Sinon, je dois avouer, j'achète surtout de la littérature québécoise. J'allais dire curieusement, je ne sais pas si c'est curieux, parce que j'ai l'impression que peut-être les membres de ma famille ou des personnes moins littéraires vont acheter moins de littérature québécoise, justement. Fait que surtout la poésie, mais un peu de tout. J'aime beaucoup les bandes dessinées. Oui. Je connais, malheureusement, c'est ça, j'achète surtout québécois, sauf pour les bandes dessinées. Je connais encore très peu de bandes dessinées québécoises. Je suis ouvert à la suggestion. Oui.
Moi, maison d'édition Pow là. Mhm. Pow. Pow, ouais. Ouais. Je connais de nom, mais c'est ça, pas assez pour nommer. Ouais. Non, il Des est il y a Ziviane qui est avec eux. Caton aussi. Très drôle, très nice. Ouais. Ils viennent de sortir Football Fantasy de Ziviane. Oui, ben je l'ai vu passer, je l'ai Qui pas est lu. titanesque. Ouais. Une expérience, là. Paraît qu'il y a beaucoup de pages, c'est volumineux. Volumineux, puis ça a l'air d'un film. Ouais. Ah ouais, juste l'introduction, là, c'est très hollywoodien, là. Est-ce que tu l'as acheté? Oui. Tu vas me le passer? Oui, exact. Ben oui. Super. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Oui. 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 Là, je pourrais dire qu'il y en a certains secrets, d'autres moins secrets. Ben, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la rue de la poésie. En fait, on a commencé à on a fait des ateliers cet automne, puis des ateliers de poésie dans des organismes communautaires à Hochelaga. Puis là, avec Sarah Clagy, on va monter les poèmes qu'on a récoltés pour faire une exposition de poésie à la Bibliothèque Maisonneuve. C'est vraiment le fun parce que c'est ça, c'est une collaboration qu'on a avec la bibliothèque et si t'es passé devant est en rénovation, en fait, est en train d'être élargie. Élargie, c'est pas le bon mot, mais ils ont rajouté une aile sur le côté, sur chaque côté de la bibliothèque. Fait que ça va être très belle, très neuve et plus grande. Donc là, c'est ça, on commence des partenariats avec eux. Puis il va y avoir une exposition éventuellement pour les détails, je les ai pas parce que c'est ça, c'est encore la pandémie puis que on va attendre de voir comment ça rouvre. Ouais. Fait qu'il y aurait ça qui s'en vient. Sinon, cette année, encore une fois, si tout va bien, je croise les doigts, mais normalement, j'ai un récit illustré qui sortirait cette année. D'accord. Dans une maison que tout le monde connaît et qu'on découvrira bien vite, mais on dirait que c'est ça, je vais pas le jinxer, mais normalement, ça va sortir cette année, donc c'est presque terminé ce projet-là. Cool, Puis, cool. Sinon, c'est sûr que j'écris tous les jours. Puis j'aimerais beaucoup m'attaquer. Je suis un peu touche à tout ces temps-ci, j'ai l'impression. J'aimerais beaucoup m'attaquer à l'album jeunesse. OK. Ouais, c'est quelque chose. Beau défi, ça. Ouais, c'est mon dada en ce moment. Là. Je lis beaucoup d'albums jeunesse, puis je pense aux albums que j'avais dans ma jeunesse. Ma mère était éditrice jeunesse, fait que chez nous, on avait une quantité phénoménale d'albums, puis on dirait qu'en ce moment, c'est ça, j'ai envie de faire des albums plus contemporains. Ouais. Ouais. L'écriture dans ton quotidien, ça occupe quelle place? Ça occupe... Malheureusement pas ce que je voudrais, Ouais. je dois avouer. J'ai un horaire quand même assez fixe, donc j'écris surtout les mercredis, puis la fin de semaine quand je peux. Mais c'est très sporadique en ce moment. Des fois, ça dépend du projet, j'imagine. Là, dans mes petits projets secrets, voilà, c'est ça. C'est quand ça me vient, c'est quelque chose que je force pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'assoient justement puis qui vont écrire, ils vont se dire « Ok, je vais écrire 30 minutes par jour » ou qui ont des projets très, très... pas établis, mais très... ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est par exemple un projet de roman, puis c'est plus facile à écrire, j'ai l'impression. Moi, c'est plus fragmentaire, ou c'est poétique, ou c'est de l'essai. Je m'en vais un petit peu partout ces temps-ci, fait que malheureusement pas assez. C'est ça, je dirais mon temps d'écriture est restreint. Moi, pour ma part, quand j'ai des bulles d'écriture qui me pognent, c'est souvent après des événements de grands questionnements. Fait que très, très, très sporadique. Mais Ouais. c'est ça, des petites bulles qui permettent d'écrire comme... de régler les questions que j'ai besoin au final. Là. Ouais. Mais pourtant, t'as un zine qui sort chaque mois, fait que j'imagine c'est ça. Ouais, tu dois ben avoir, ceux-là, c'est surtout de l'exploration pour le fun, là, je Ok. dirais. Ouais, de me pousser à aller plus loin un peu. Là. Ouais, c'est une contrainte, tu te dis... Ouais, c'est ça. T'es obligé de le faire comme Fait t'as un que, Patreon. Là. Défi créatif. Puis là, j'essaie une nouvelle formule, puis c'est de... Je me découpe un petit journal que je vais brocher, puis il va me servir comme étant un journal de bord pour le mois. OK. Fait qu'au lieu de me ramasser des fois à la dernière fin de semaine du mois à rusher un zine, Oui. ce qui m'est arrivé 2-3 fois, que Dans une fin de semaine. je recommande pas l'expérience. Ouais. Ouais, fait que là, j'essaie peut-être une formule de plus de journal de bord pour
prendre un temps, comme quand l'inspiration vient, c'est là que je m'installe, puis faire plus un exercice posé, je crois. J'ai des petits calepins un peu partout. J'en ai un sur la table en ce moment. J'en ai 3 dans mon sac. Oui. Il y a mon bloc-notes de sel. Je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, je suis très éparpillé dans mes poèmes puis mes notes. En grandissant, je m'achetais tellement de carnets. Là, je me suis calmé parce que moi, je suis très vendu Moleskine. Puis un Moleskine, ça me coûte C'est cher, hein? 35-40 piastres. J'en ai jamais acheté, mais oui. Non, c'est vraiment très cher. Fait que là, je me suis calmé. Mhm. Pour le bien de mon portefeuille, là. Puis... Est-ce que tu les passes tous ou t'en achètes avant de finir les anciens? Souvent, je m'en fais donner. Fait que j'en ai plein qui s'accumulent, qui sont pas à moi. Puis... Qui sont à moi, en fait. Puis... Mais que tu sais pas à quel moment. Non, c'est dans ça. lequel Fait écrire. qu'ils traînent longtemps. Ouais. Mais ça m'arrive aussi. J'aime ça, avoir un endroit où mes idées sont, que je peux consulter, un objet physique au final. Puis quand ils sont remplis à la fin, il y a une satisfaction là, qui embarque un peu. Ouais. Est-ce que tu les gardes après ou tu les recycles? Ah, je les garde. Moi Ouais. aussi. On les accumule. J'ai l'impression que quand on écrit dans un carnet, on peut pas s'en départir. Non, c'est ça. Même s'il est terminé. On parlait d'archiviste amical, mais c'est important d'être archiviste de soi-même. Je sais pas si je retournerais dans les miens, par contre. On dirait qu'ils sont dans un placard, puis je suis content qu'ils soient là, mais je les revisite pas. Ouais. Je sais pas si toi, tu y retournes dans les tiens. J'y retourne quelques fois pour puiser les idées qui ont peut-être pas pris leur envol. Mais c'est quoi? J'ai une autre chaîne YouTube où quand j'étais à Gaspé, j'avais fait des vlogs par semaine. Que maintenant, ils sont rendus privés. Puis ça, je suis pas capable de me faire à l'idée d'aller y jeter un coup d'œil. Ils sont rendus privés parce que t'es pas satisfait du résultat? Ou... Parce qu'ils ont été publics à un moment donné, mais finalement, c'est juste cringe. Ben, pour vrai, je peux comprendre. Pas besoin d'expliquer plus le sentiment que je pourrais partager. Comme dans l'idée du journal et tout, c'est là, ça traîne. Je veux pas les revoir. Tu le sais que ça existe, puis c'est correct que ça reste comme ça. Loin du public, c'est parfait. Je comprends. Dans les œuvres, qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup de choses. On a parlé de Miyazaki puis de Jean-Michel Blais. Si on va en musique, une des choses qui m'inspire le plus, j'écris beaucoup avec ça, c'est la musique islandaise. OK. Donc, je suis quand même une personne fascinée par l'Islande. Je suis déjà allé. J'aime beaucoup les films islandais. J'adore les romans islandais aussi. Ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que l'Islande, c'est le pays le plus littéraire au monde. Une personne sur 10 en Islande a déjà écrit un livre. Il y a une fête du livre avant Noël où ils sortent les catalogues puis tout le monde achète des livres à la tonne. C'est le nom de la fête, c'est très très long, c'est en islandais, je me rappelle pas, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Puis on dirait que la musique, c'est un peu comme la littérature islandaise. C'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'emporte puis qui me donne du jus, si je peux le dire comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Sinon, plus généralement, je suis surtout inspiré par les choses très contemporaines, autant en littérature qu'en cinéma. J'ai étudié en cinéma, puis ça, je suis pas très fan du film noir et blanc, puis pourtant les gens imaginent que quand on étudie en cinéma, on est fan du cinéma d'époque, puis de c'est ça, cinéma on le mange pour déjeuner, là. Ouais, c'est ça, puis pourtant j'adore le cinéma, mais tu sais, surtout ce qui est comme peut-être années 90 en montant, en fait. J'allais dire mon époque, notre époque, je sais pas c'est l'époque de qui cette époque-là, mais c'est les films puis les livres que j'aime. C'est des films puis des livres très contemporains. Sinon, je sais pas si tu connais la plateforme Mubi. Peut-être. C'est une plateforme de films du monde, de cinéma indépendant. Donc, dans le fond, c'est vraiment pas des grosses productions hollywoodiennes, c'est des films d'un peu partout dans le monde. Puis ils sortent un film à chaque jour pour un mois. Fait que t'as toujours un roulement de 30 films. OK. Puis là, maintenant, ils ont une banque de films que même s'il n'est pas dans les 30 jours, tu peux voir plus de films. Ils ont comme élargi leur plateforme, en fait. Fait que je suis super content d'avoir payé pour cette plateforme-là.
Puis ça, tu vois, ça m'inspire beaucoup parce que, surtout en ce moment, d'habitude, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Puis là, on peut pas. Fait que ça me fait voir un peu de plein de pays, voir ces films-là. Fait que c'est quelque chose qui définitivement m'inspire. Puis que je recommande aux gens qui veulent sortir de leur zone de confort. Oui. Cool. As-tu un go-to film que tu conseilles à tout le monde qui t'inspire beaucoup? Ce serait difficile parce que j'aime quand même beaucoup les films dramatiques. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui peut inspirer les gens. Il y a un film de Lee Chandong qui s'appelle Poetry. Je sais pas c'est quoi en français. Je sais pas c'est quoi en coréen non plus. Mais c'est un drame quand même assez poignant. C'est un film de 2010. Je mettrais un petit trigger warning si les gens veulent voir ce film-là. Mais sinon, spontanément, c'est ça qui me vient pour toi. Cool. Tu parlais de tes voyages, tu mentionnais tes voyages. Oui. Avec la pandémie. C'est plus difficile. Moins, difficile, ouais. C'est très, en fait, c'est très peinant. C'est très douloureux de se dire qu'on peut pas aller où on voulait aller. Ouais. Puis, c'est où t'as voyagé? J'ai voyagé en Chine, en Mongolie. J'ai voyagé en Amérique latine, Chili, Uruguay, Argentine, Mexique, beaucoup en Europe. Allemagne, Belgique, Suisse, République tchèque, France, Angleterre, Irlande. Je suis allé en Islande. Je les ai pas toutes au bout de la langue, mais j'en ai fait, je sais que j'en ai fait plus que certains, puis moins que d'autres. Ouais. Je vais dire Question piège, où n'as-tu pas voyagé? En Océanie, en Afrique. Ouais. Oui. Mais c'est quelque chose que j'adore voyager. Je pense que je pourrais jamais ne pas... En fait, quand ça va être permis, je pense que je vais être probablement un des premiers à retourner. Mm-hmm. En tout cas, quand... on verra, le futur nous le dira, là, mais je vais pas être... peut-être que je dis je vais être le premier, mais je me garocherai pas non plus. Je vais y aller si ça va être correct de le faire, en fait. Cool. T'es-tu plus en mode touriste ou... Backpack, je te dirais. Backpack, ouais. Ouais, plus en mode à pied, plus en mode aventure, je sais pas. Ah oui, trippant ça. Ouais, des fois, on voit des influenceurs qui disent qu'ils voyagent en mode backpack, puis on dirait que je suis sceptique de l'appellation depuis ce temps-là, mais non, j'aime beaucoup camper quand je voyage, sinon j'aime beaucoup les auberges jeunesse, parce que tu peux rencontrer plein de gens, puis... Ben, le backpack, pour moi, c'est ma maison mère. Je parlais de maison mère tantôt qui était dans mon sac. Là. On dirait que moi, je pense que mon safe space, c'est un peu ça. C'est le voyage. C'est m'en aller avec mon sac à dos, puis aller là où j'ai envie d'aller, puis m'en aller si j'ai plus envie d'y être. C'est beau ça. Puis, toujours en voyage, on découvre toujours une deuxième facette de notre personne, un peu. Ou une facette qu'on va prendre le temps de façonner sur la route. Mm-hmm. C'est ça, tout dans une idée de découverte de soi un peu. Je pense qu'en voyage, on fait des choses qu'on ferait pas chez nous. Ouais. On est en mode... c'était peut-être pas le cas de tout le monde, là, mais j'ai l'impression que moi, des fois, quand je suis en voyage, je teste mes limites plus. Ouais. Dans mes rencontres avec les gens, dans les activités que je fais, dans ma création aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment plus facile d'écrire en voyage. Tu vois, le recueil que j'ai sorti, Cet ami est entré, que j'ai sorti l'année passée, je l'ai écrit en partie en Amérique du Sud. En très grande partie en Amérique du Sud. Fait que il y a quelque chose de très possible dans le voyage. Comme on dirait que tout est possible dans le voyage, autant dans les rencontres que dans ce que tu peux accomplir, que dans la découverte de toi, dans la découverte de l'autre. J'ai l'impression que c'est pas une activité, mais quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, de vraiment... Puis par voyage, j'entends comme sortir de sa zone de confort. Aller à Paris, c'est le fun. En fait, oui, c'est super fun. Je suis allé 4 fois à Paris. Là, je dénigre pas du tout ça. J'adore ça. J'adore Paris, mais comme plus un voyage moins confortable, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Juste avant de finir,
Oui. La question qui tue. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Victor qui va se lancer dans un domaine artistique? Aux jeunes, moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais me donner à moi-même, ce serait d'être patient. Ça a l'air niaiseux, dit de même, mais je pense que dans la vie, je suis pas une personne très patiente. Puis j'aurais aimé ça, le travailler plutôt, la patience, ou comme plus être en mesure d'être plus patient, en fait. Puis je me dirais, sois patient, Victor, parce que le milieu artistique, c'est difficile. Puis j'ai toujours voulu faire ça, je regrette pas du tout, mais je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps, puis je l'ai pas toujours su. Fait que je me conseillerais de prendre plus mon temps sur certaines choses. Ouais. Ouais. C'est un cool souhait. Mm. Un important souhait. On peut pas retourner en arrière, mais si jamais quelqu'un l'entend puis veut l'appliquer, il est jamais trop tard. Ben, en fait, il est pas trop tard pour moi non plus, mais voilà, c'est mon conseil à mon jeune moi quand même. All right. C'est où qu'on peut suivre tes projets, ce qui s'en vient pour toi, ce que tu as déjà fait aussi? Oui, on peut suivre les photos dont on a parlé, on peut le suivre sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est Patron des causes perdues. Je pense que je suis tout collé. D'où ça vient, ça, d'ailleurs? Ça vient d'une toune de Florence and the Machine. D'accord. Saint Jude, c'est le patron des causes perdues. Puis je l'ai découvert dans cette chanson-là. Puis depuis ce temps-là, c'est un alias que je me suis approprié puis que je trouve qui est plaisant. Je dis ça aux gens. Ah oui, c'est quoi ton Instagram? Puis là, les gens, je sais pas, ça l'accroche. Je pense que les gens... Ça attire l'attention, ouais. Ouais, fait que ça vient de là, à l'origine. Pour mes photos, je dirais c'est pas mal tout là. J'ai un site internet que je devrais un petit peu peut-être remettre au goût du jour. Là. C'est justeungarçon.com. Ça aussi, c'est quand même facile de même. Puis sinon, les pages Facebook et Instagram de Nyx, la revue Nyx, la rue de la poésie, même chose, si les gens veulent aller voir ça. Puis c'est ça, je pense, pour l'instant. Cool. Ben, merci d'avoir répondu à l'appel. Un gros merci à toi. On est très reconnaissant de ta présence. C'était super plaisant. Pour rester au courant des prochaines discussions, suivez-nous sur Instagram. Vous pourrez y trouver des liens vers les différentes plateformes d'écoute, le Patreon pour supporter le projet, ainsi qu'un lien vers un serveur Discord pour discuter du podcast avec d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.